Vous souvenez-vous du parrain de la Soul? L'homme qui faisait trembler les scènes d'un seul cri, qui transformait le rythme en révolution. Celui dont le nom est devenu synonyme d'une énergie purement électrisante? James Brown n'était pas seulement un artiste, c'était une force de la nature. Mais derrière les projecteurs scintillants et les pas de danse emblématiques, se cachait une vie marquée par les épreuves, les controverses, et une fin qui laisse encore de nombreuses questions sans réponse. Voici l'histoire que vous n'avez pas entendue à la radio, celle qui n'a jamais été racontée sur scène. Des blessures de l'enfance au drame judiciaire, en passant par l'un des héritages les plus disputés de l'histoire de la musique. Aujourd'hui, sur Cinéverse Actu, nous revenons sur la vie d'un homme qui a tout donné à la musique et en a payé le prix. Un prix que peu ont vu venir. L'histoire de James Brown ne commence pas avec les projecteurs ni la scène. Elle commence dans le silence, dans la difficulté, et dans la lutte désespérée pour survivre dans le sud ségrégué de l'ère Jim Crow. Né le 3 mai 1933 dans une cabane en bois, au cœur de la ville appauvrie de Barnwell en Caroline du Sud, Brown arrive au monde déjà accablé par le poids des luttes intergénérationnelles. Sa mère, Susie Billing, n'avait que 16 ans. Son père, Joseph Gardner Brown, en avait 21. Tous deux venaient de milieux difficiles. Son père était d'origine afro-américaine et amérindienne. Sa mère avait des racines afro-américaines et asiatiques. Ils étaient jeunes, pauvres, et complètement démunis face à la tâche d'élever un enfant dans un monde qui leur offrait si peu. Peu de temps après sa naissance, la famille s'installe à Elko, une communauté rurale voisine, rongée par une pauvreté extrême et la discrimination raciale. Les opportunités y étaient rares. Son père acceptait n'importe quel travail manuel. Bûcheronnage, creusement de fossés, corvée épuisante, mais les conditions de vie restaient désespérées. Brown décrira plus tard son enfance comme une période d'instabilité constante, avec la faim toujours en embuscade. Leur cabane n'avait ni électricité, ni eau courante, et à peine assez d'isolation pour les protéger du froid. James n'avait que 4 ou 5 ans lorsqu'un nouvel événement dramatique bouleversa sa vie. Le mariage de ses parents, déjà fragilisé par la misère, et selon certains témoignages, le comportement violent de Joseph éclata. Un jour, Susie s'en alla, abandonnant son mari et son jeune fils pour commencer une nouvelle vie à New York. Cet abandon laissera chez James une blessure profonde. Il ne lui pardonnera jamais, et l'absence émotionnelle de sa mère entravera bon nombre de ses relations futures. Après le départ de sa mère, James est trimballé de parent en parent. Il finit par s'installer à Augusta en Géorgie, chez sa tante Ate, une femme qui tenait une maison close. Bien qu'elle lui ait offert un toit, l'environnement était loin d'être adapté à un enfant. Il était entouré du chaos des adultes et de douleurs silencieuses, exposé à des scènes qu'aucun jeune garçon ne devrait voir. Certains récits évoquent des punitions étranges et cruelles, comme celle de l'avoir suspendu dans un sac en toile de jute accroché au plafond, une image terrifiante de la violence gravée dans ses premières années. Au milieu de cette tourmente, James trouve sa première échappatoire, la musique. Il chantait et dansait dans la rue, parfois pour un repas, parfois pour quelques pièces. Il participait à des concours de talent dans des théâtres locaux comme le Lenox, captivant les foules grâce à son charisme naturel et sa présence scénique explosive. Il écoutait la radio de façon obsessionnelle, apprenant à imiter et à réinterpréter les voix des stars du gospel et du rhythm and blues. Le morceau Caledonia de Louis Jordan fut une révélation. Ce n'était pas seulement le son, c'était l'émotion. Il démontra aussi un talent précoce pour d'autres formes de performance. Il apprit seul à jouer du piano, de la guitare et de l'harmonica. Adolescent, il s'essaya brièvement à la boxe, peut-être pour canaliser son agressivité ou simplement fuir, une fois de plus, la pauvreté. Mais c'est la musique qui finit toujours par le ramener. Puis arriva un tournant décisif. À 16 ans, Brown fut arrêté pour avoir volé des vêtements dans des voitures garées. Il fut condamné à 3 ans au centre de rééducation d'Alto à Tocoa en Géorgie. Cela aurait pu être la fin, mais ce fut un nouveau départ. En détention, il forma un quatuor de gospel avec d'autres jeunes détenus et gagna le surnom de Music Box. Son talent était indéniable. La rumeur de sa voix atteignit un jeune chanteur local, Bobby Beard, qu'il avait vu jouer au baseball. Touché par la voix de Brown, Beard et sa famille l'aidèrent à obtenir une libération anticipée. Leurs gestes de bonté et la foi qu'ils placèrent en lui ne changèrent pas seulement le destin de James Brown. Ils transformèrent à jamais l'histoire de la musique américaine. Les premiers pas de Brown vers la célébrité furent modestes,
mais ils étaient nourris par une faim qu'il avait connue toute sa vie. Une faim non seulement de nourriture ou d'abri, mais de reconnaissance, de pouvoir, et de la volonté de ne plus jamais être impuissant. Ceux qui, des années plus tard, le voyaient transpirer et hurler sur scène ne savaient pas toujours que chaque mouvement était né dans cette fournaise d'enfance blessée. Chaque pas précis, chaque cri guttural, chaque pirouette foudroyante venait d'un enfant abandonné à qui on avait dit qu'il n'était pas assez, et qui était désormais déterminé à prouver le contraire au monde entier. Au milieu des années 1950, James Brown n'était plus seulement un survivant, il devenait une étoile montante. Aux côtés des Femmes ou Flammes, il coécrit et enregistre Please, 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 une chanson qui relevait moins de la performance que du cri de l'âme. Elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires et a marqué le début d'une carrière qui allait transformer la musique américaine. La rudesse de sa voix, l'urgence de son interprétation. Ce n'était pas de simples choix stylistiques, c'étaient les reflets d'un homme qui avait dû se battre pour chaque centimètre de son ascension. Brown se forgea rapidement une réputation non seulement comme chanteur, mais aussi comme un performeur électrisant. Ses spectacles étaient de véritables leçons d'endurance et de maîtrise, lui valant le surnom de l'homme le plus travailleur du show business. Il se produisait 6 soirs par semaine, souvent avec plusieurs représentations par nuit, et exigeait l'excellence de tous ceux qui l'entouraient. De la chorégraphie de ses choristes à la précision de chaque instrument, rien n'échappait à sa vigilance. En 1963, Brown finança lui-même l'enregistrement d'un concert au légendaire Apollo Theatre. La maison de disques était sceptique, les albums live n'étaient pas considérés comme rentables. Mais Live at the Apollo devint un immense succès, restant classé pendant plus d'1 an et consolidant le statut de Brown comme force culturelle incontournable. Son style musical évolua alors vers le funk avec des titres comme Papa's Got a Brand New Bag et I Got You, I Feel Good, qui inaugurèrent un nouveau genre. Il ne suivait pas les tendances, il les créait. Mais avec le succès vinrent les complications. Le sens aigu des affaires de Brown faisait de lui un négociateur redoutable et un opérateur rusé. Il lança ses propres labels, mena des batailles juridiques sur des contrats et se heurta à d'autres artistes sur des différents créatifs. Des conflits personnels surgirent également. Sa relation avec la chanteuse Tammy Terrell, qui avait rejoint sa tournée alors qu'elle était encore adolescente, se termina dans la séparation, entachée d'allégations troublantes de mauvais traitements. Ces événements laissaient entrevoir une facette plus sombre de l'homme dont la musique était devenue un symbole de joie et de libération. Malgré les controverses, son influence ne fit que croître. Sa musique devint la bande-son des manifestations pour les droits civiques, des fêtes de quartier et des stations de radio à travers tout le pays. À la fin des années 1960, James Brown n'était plus simplement un artiste, il était devenu une institution. Mais plus il s'élevait, plus ses luttes personnelles s'intensifiaient. Aux yeux du monde, James Brown semblait invincible. Un tourbillon inarrêtable de rythme et d'âme, défiant la gravité, l'âge et les limites. Mais derrière les lumières éclatantes et les foules en délire, derrière les chaussures impeccablement cirées et les costumes affûtés, vivait un homme qui se désagrégeait lentement sous le poids de la célébrité, des traumatismes et d'un besoin insatiable de contrôle. La vie personnelle de Brown reflétait rarement l'éclat de ses triomphes professionnels. Ses relations amoureuses et familiales étaient souvent aussi explosives que l'énergie qu'il déployait sur scène. Il fut marié 3 fois, et chacune de ces unions révéla une facette différente de l'homme que ses fans croyaient connaître. Sa première épouse, Velma Warren, entra dans sa vie en 1953, l'année même où sa carrière musicale commençait à décoller. Ensemble, ils eurent un fils et partagèrent plus d'1 décennie de leur vie. Bien qu'ils aient divorcé en 1969, Velma affirma plus tard qu'ils étaient toujours restés proches, allant même jusqu'à dire qu'à ses yeux, ils n'avaient jamais vraiment été séparés. Leur lien, bien que rompu sur le plan légal, resta émotionnellement ancré jusqu'à la fin de la vie de Brown. Cette même année, il se remaria, cette fois avec Deidre Dee Jenkins, le 22 octobre 1970. De leur union naquirent 2 filles, Yama et Dina. Mais la stabilité qu'il semblait rechercher s'effondra rapidement. La maison, comme le racontera plus tard sa fille Yama dans ses mémoires Cold Sweat, publiées en 2014, n'était pas un sanctuaire. Elle dressa un tableau bouleversant d'une enfance vécue dans la peur, où la voix tonitruante de son père derrière les portes closes annonçait toujours la tempête. Bien que Brown ne se soit jamais montré physiquement agressif envers ses enfants, le traumatisme d'avoir vu sa mère souffrir laissa des cicatrices profondes. Yama se souvenait du silence après les disputes,
de la honte qui planait dans les couloirs, et de sa mère, forte et digne, qui tentait de la protéger du chaos émotionnel laissé derrière. En 1984, Brown entama son troisième mariage, cette fois avec Adrienne Rodriguez, une femme aussi intense que lui, mais qui en subit également les conséquences. Leur relation était passionnée, certes, mais aussi douloureuse. Des signes de tension apparurent tout au long de leur vie commune. Lors d'un incident particulièrement grave en octobre 1995, Adrienne accusa Brown de l'avoir agressé et d'avoir endommagé sa voiture lors d'une violente dispute. 3 mois plus tard, le 6 janvier 1996, elle mourut subitement d'une insuffisance cardiaque. Beaucoup de ceux qui la connaissaient pensaient que son histoire n'avait jamais été pleinement entendue, et sa mort ajouta un chapitre non résolu à la vie personnelle de Brown. Peu après le décès d'Adrienne, Brown entama une relation avec Tommy Rainey, une choriste de son groupe. Ils célébrèrent une cérémonie de mariage en 2002, mais des complications juridiques surgirent rapidement. Rainey avait précédemment épousé un autre homme, Javed Ahmed, une union qu'elle affirma frauduleuse et destinée à lui obtenir des papiers. Bien que ce mariage ait été annulé en 2004, la loi de Caroline du Sud exigeait qu'elle et Brown se remarient pour que leur union soit considérée comme légalement valide. Ce remariage n'eut jamais lieu. Pourtant, Tommy Ray resta à ses côtés jusqu'à la fin, et ensemble ils eurent un fils, James Brown Jr. Né en 2001. Le fait que Brown n'ait jamais mis à jour son testament pour inclure Tommy Ray et leur fils déclencha l'une des batailles juridiques les plus amères de l'histoire de la musique, un feuilleton qui dura près de 15 ans. En 2020, la Cour suprême de Caroline du Sud déclara que Tommy Ray n'était pas légalement sa veuve, la disqualifiant ainsi, elle et son fils, de toute part dans l'héritage. Ce fut une conclusion profondément douloureuse à une relation qui, à bien des égards, avait marqué les dernières années de sa vie. Avec les années, le comportement de Brown devint de plus en plus imprévisible. Bien qu'il ait toujours imposé une politique stricte de tolérance zéro vis-à-vis des substances illicites parmi ses musiciens, des rumeurs concernant sa propre consommation commencèrent à circuler au milieu des années 1980. D'anciens collaborateurs décrivirent des changements inquiétants, des décisions erratiques, une paranoïa croissante et la conviction persistante qu'il était surveillé. En 1988, tout explosa. Il fut arrêté à plusieurs reprises cette année-là, d'abord en avril, puis en mai pour des accusations liées à des stupéfiants et des armes, et enfin en septembre après une course-poursuite devenue tristement célèbre. Cet incident se solda par une peine de 6 ans de prison, dont il ne purgera que 2 avant d'être libéré en 1991. Mais son image publique en sortit profondément ternie. Et puis il y avait ses enfants. Brown en reconnut officiellement plusieurs, mais des tests ADN effectués après sa mort révélèrent l'existence d'autres descendants. LaRhonda Petty et Michael Deon Brown se manifestèrent après son décès, revendiquant leur filiation, ajoutant encore de la complexité à un arbre généalogique déjà bien embrouillé. Mais le coup le plus dur fut porté bien plus tôt, en 1973, lorsque son fils aîné Teddy mourut dans un accident de voiture tragique. Brown ne s'en remit jamais vraiment. Cette perte fut indicible, et selon ses proches, elle assombrit son esprit d'une manière dont il ne se remit jamais totalement. À travers tous ses triomphes, ses prix, ses disques légendaires et ses spectacles inoubliables, la vie personnelle de James Brown resta un tissu de contradictions. Il était un homme qui élevait les autres par sa musique, mais qui peinait à s'élever lui-même au-dessus du poids de sa propre douleur. Il était puissant, mais pas toujours bienveillant, visionnaire, mais pas toujours sage. Pour le monde, il incarnait la soul. Pour ceux qui vivaient derrière les portes closes, il était bien plus complexe. Un homme en quête de grandeur, mais souvent en fuite face à lui-même. Même dans les années 2000, alors que la plupart des artistes auraient depuis longtemps pris leur retraite, James Brown refusait de ralentir. Il était devenu synonyme d'énergie inépuisable, mystère dynamite, l'homme le plus travailleur du show business. Malgré de sérieux problèmes de santé, dont un diabète de type 2 non diagnostiqué pendant des années et un cancer de la prostate vaincu avec succès en 2004, Brown continua de tourner et de se produire avec une vigueur défiant son âge. Il était poussé par un besoin profond, presque désespéré, de rester connecté à la scène, à son public et à l'identité qu'il avait passé sa vie à construire. Mais à la fin de 2006, les signes de son déclin devenaient plus difficiles à ignorer. Il venait de rentrer d'une tournée éprouvante en Europe en novembre et n'était clairement plus lui-même. Ses amis et collaborateurs de longue date remarquèrent une toux aggravée ainsi qu'une fatigue évidente.
Le 23 décembre, il se présenta en retard à un rendez-vous chez le dentiste à Atlanta pour des implants. Selon le docteur Marvin Crawford, Brown semblait faible, hébété et essoufflé. Alarmé par son état, le dentiste annula la procédure et lui conseilla de se faire hospitaliser immédiatement. Le lendemain, le 24 décembre, Brown fut admis à l'hôpital Emory Crawford Long Memorial d'Atlanta pour un examen. Bien qu'il fût visiblement malade, Brown resta optimiste et insista pour sortir à temps pour ses concerts très attendus du réveillon du Nouvel An, l'un au Count Basie Theatre dans le New Jersey, l'autre au B.B. King Blues Club à New York. Il avait même prévu d'apparaître en direct sur CNN lors de l'émission du Nouvel An d'Anderson Cooper. Ceux qui le connaissaient bien affirment que son optimisme ne fléchit jamais, même lorsque son état empirait. Aux premières heures du jour de Noël, le 25 décembre 2006, James Brown connut une dégradation soudaine et dramatique. Vers 1h45 du matin, il s'éteignit à l'âge de 73 ans. La cause officielle fut une insuffisance cardiaque congestive liée à des complications d'une pneumonie. Charles Bobby, son manager et ami de longue date, était à son chevet. Selon lui, les derniers mots de Brown furent d'une poésie glaçante, « Je pars ce soir ». Quelques instants plus tard, il prit 3 respirations lentes et rendit l'âme. La mort de James Brown provoqua une onde de choc mondial. Les fans pleurèrent la perte d'une légende, des hommages affluèrent de la part de dirigeants politiques, de musiciens et d'admirateurs. Le président George W. Bush publia un communiqué saluant en Brown un original américain. Des artistes comme Michael Jackson, Prince et Lenny Kravitz rendirent hommage à l'homme qui avait influencé leur son et leur présence scénique. Les cérémonies publiques eurent lieu au Apollo Theatre de Harlem le 28 décembre, à la James Brown Arena d'Augusta le 30 décembre, et une cérémonie privée fut organisée à North Augusta en Caroline du Sud le 29 décembre. Son corps fut exposé dans un cercueil en bronze prométhéen et transporté en calèche à travers New York, un dernier geste théâtral digne de l'homme qui avait toujours exigé une entrée remarquée. Mais dans les années suivant sa mort, des questions troublantes commencèrent à émerger. Une enquête de CNN raviva les spéculations sur les circonstances de son décès. Le docteur Marvin Crawford, le même médecin qui l'avait conseillé de se faire hospitaliser, exprima publiquement ses doutes. Le déclin rapide de Brown ne correspondait pas à ce qu'il avait initialement observé. La veuve de Brown, Tommy Rainey, d'anciens collaborateurs et même son gendre firent également part de leurs soupçons. Certains affirmèrent qu'on aurait pu lui administrer quelque chose ayant contribué à sa mort. D'autres évoquèrent des conflits plus complexes au sein de son entourage. Bien qu'aucune accusation formelle ni conclusion officielle n'ait été formulée, les interrogations persistèrent, amplifiées par les litiges non résolus entourant son héritage, estimé à environ 100 millions de dollars. La fortune de Brown devint le sujet d'une bataille juridique intense et prolongée. Son testament et son trust, rédigés en 2000, excluaient Iny et leur fils James Brown Jr. car ils avaient été finalisés avant le début de leur relation. Après des années de procès impliquant enfants, anciens partenaires et gestionnaires d'affaires, un accord final ne fut trouvé qu'en juillet 2021, près de 15 ans après sa mort. James Brown avait passé sa vie à tout donner pour son art, mais dans la mort, il laissa derrière lui un enchevêtrement d'incertitudes juridiques, de dynamiques familiales complexes et de questions sans réponse. Malgré ses triomphes, ces derniers jours reflétaient les tumultes qui avaient toujours couvé sous la surface. Une vie définie par la passion, mais marquée par la complexité. Pourtant, rien de tout cela ne diminue ce qu'il a offert au monde par sa musique, ses mouvements et ses messages. L'héritage de James Brown perdure, inébranlable, inoubliable et plus grand que nature. Parler de James Brown, c'est parler d'une révolution du rythme. Il n'était pas simplement un artiste, c'était une force culturelle qui a redéfini les frontières de la soul, du funk et de la performance scénique. Son influence traverse tous les genres, du hip-hop au rock, du gospel à la pop. Des artistes comme Prince, Michael Jackson et même les Rolling Stones l'ont cité comme une figure fondamentale de leur évolution musicale. Et le monde ne l'a pas oublié. Dans sa ville natale d'Augusta en Géorgie, une statue a été érigée en son honneur. Des rues et des arènes portent son nom. Des institutions comme le Rock and Roll Hall of Fame, le Songwriter Hall of Fame et le Kennedy Center lui ont décerné leurs plus hautes distinctions. Même dans des villes inattendues, comme Steamboat Springs dans le Colorado, un pont a été nommé The James Brown Soul Center of the Universe. Un hommage bien mérité à un homme capable de faire trembler la terre d'un seul cri. Après sa mort,
sa musique continue d'être célébrée. Ses enregistrements ont été remasterisés, samplés par des générations d'artistes hip-hop et joués lors de concerts hommages à travers le monde. Ses costumes de scène, toujours aussi flamboyants, ont été conservés comme des artefacts culturels. En 2023, Brown a été intronisé au Atlantic City Walk of Fame, renforçant encore son statut d'icône intemporelle. Mais peut-être que son héritage le plus profond réside dans ce qu'il incarnait à son meilleur: la résilience, l'innovation et le pouvoir de la réinvention. James Brown est parti de rien. Né dans la pauvreté, élevé dans le chaos, endurci en prison. Et pourtant, il est devenu l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. Son parcours nous rappelle que la grandeur s'accompagne souvent de contradictions. Il fut à la fois un héros et un homme imparfait, un pionnier et un avertissement. Avec les années, on oubliera peut-être les scandales, mais on se souviendra du son. De la façon dont sa voix pouvait faire trembler une pièce. De la manière dont ses rythmes ont redéfini l'histoire de la musique. De ce qu'il nous a fait ressentir si intensément, si urgemment, que nous ne pouvions pas ne pas bouger. James Brown n'est peut-être plus là, mais sa présence persiste dans le groove de chaque grand beat, dans la passion de chaque artiste intrépide. Et cela, plus que tout, est un héritage qui ne s'éteindra jamais. Alors, vous souvenez-vous de James Brown maintenant? Pas seulement de la légende sur scène, mais de l'homme complexe derrière la musique? Nous aimerions connaître votre avis. Quelle est votre chanson ou performance préférée de James Brown? Pensez-vous que justice a véritablement été rendue dans son histoire? Laissez vos réflexions en commentaire. Et si ce voyage à travers sa vie vous a captivé, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec un passionné d'histoire de la musique, et abonnez-vous à Cineverse Actu pour d'autres récits sur les icônes qui ont façonné notre monde. Merci de votre attention.